Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre avec Blanche Sabat. Bonjour Blanche. Bonjour. Tu as réussi à trouver, tu as vu, on est dans un bel endroit. Et, il y a un petit chemin par terre. voilà. Il y a plein de des monde. crêpes par là. Plein de monde est là. On va parler de ton actualité quand même. Tu as sorti 2 livres cette année. Donc il y a le deuxième Mythes et Meufs chez Dargaud, donc prépublié, on va dire, dans Matin, la revue numérique. Et puis aussi l'histoire de France au féminin, avec Sandrine Mirza chez Casterman. Alors on en parlera, qui est un titre jeunesse, mais finalement que tout le monde peut lire. C'est ça. On est d'accord. Oui. Toi, en tant qu'autrice, tu as commencé à t'exprimer sur Instagram, sur ton compte, La Nuit Remue Paris, qui finalement a été un peu ton laboratoire. Complètement, ouais. Comment toi tu l'as géré? Tu dessinais à côté, tu faisais des fanzines ou finalement c'était ton premier canal d'expression? C'était mon premier canal d'expression, vraiment. J'ai jamais fait de fanzine. En gros, c'était mon canal d'expression, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, au début, d'utiliser Instagram pour m'exprimer, pour raconter ma vie. Très vite, je me suis mise à le faire en dessin parce que c'était ma manière privilégiée de raconter ce qui me traversait. Et en fait, je faisais des études à côté d'histoire de l'art, puis ensuite de sociologie de l'art. Et du coup, j'étais aussi activiste de terrain, féministe. Et du coup, je me suis sentie de plus en plus légitime et de plus en plus solide sur mes appuis pour politiser mon contenu. Et pour passer de petites anecdotes où je racontais... je sais pas, il y avait une histoire quand j'étais à Madrid où j'avais une combi très très décolletée et j'avais couru pour avoir le train et du coup j'avais vraiment montré mes seins à tout le monde et du coup ça c'était la petite chute humoristique débile de je raconte une anecdote rigolote comme ça de meuf à la fac qui est tout le temps en retard et en fait de ce contenu là un peu ludique, un peu pas très profond, on est passé à politiser mon contenu, raconter mon militantisme en images, expliquer des concepts sur lesquels moi je me sentais solide de manière vulgarisée grâce à la BD, grâce à l'humour, des concepts sociaux notamment, qui étaient hyper importants pour comprendre les luttes sociales dans lesquelles j'étais hyper investie, mais que j'avais l'impression qui circulait pas assez, en gros, que le savoir restait un peu l'apanage d'une toute petite élite qui avait 2 masters et une thèse, et qui était capable de lire ce qu'on nous conseillait de lire quand il y avait des concepts qu'on saisissait pas très bien, et que finalement, ça gagnerait à être partagé, pourquoi pas caricaturé. Donc voilà, je me suis mise à faire ça, et ça a eu un succès assez rapide, et assez intense, et ce qui m'a permis de me sentir ok de pouvoir me lancer dans la BD et de répondre positivement quand des éditeurs sont venus me demander si j'avais pas des projets. Tu as notamment appartenu au mouvement des collages féminicides, c'est comme ça. D'ailleurs, je crois que tu as rencontré pas mal de gens, en fait, pas mal d'autrices, d'activistes par ce biais aussi. Oui et non. Enfin, j'ai rencontré pas mal de personnes qui, plus tard, sont devenues auteurs-autrices, et qui, en fait, un peu comme moi, ont poursuivi leur militantisme sous d'autres formes, pourquoi pas artistiques, après être passé par les grands laboratoires aussi qui étaient Collège Féminicide Paris. C'est-à-dire que ça a été un peu une pépinière de personnes très engagées qui ont pu affûter leur pensée militante en la frottant à la pensée militante d'autres personnes de milieux sociaux différents ou de pensées féministes différentes, parce qu'il y a plein de courants dans le féminisme qui se sont rencontrés dans ce mouvement-là qui était très très horizontal et qui permettait en fait des échanges hyper féconds. Et ensuite, il y a eu un énorme turnover dans le mouvement. Et donc, les personnes qui prennent le pinceau, la colle maintenant sont plus du tout les mêmes que fin 2019, début 2020. Et les personnes qui étaient là fin 2019, début 2020 sont plutôt à la déferlante, chez Binge Audio, pourquoi pas chez Matin, etc. Chez Alternative à Paris. Voilà. Et toi, tu as toujours dessiné. Là, c'est vrai que là, maintenant, on te connaît comme autrice, on va dire militante, mais le dessin a toujours fait partie de ta vie. Ouais, complètement. Oui, j'ai dessiné depuis toujours, et c'est quelque chose qui s'est pas du tout affaibli, même quand je me suis dirigée vers des études qui n'étaient pas à proprement parler de dessin. Oui, voilà. Et les réseaux sociaux ont été une formidable école pour, pareil, affûter ma pratique, professionnaliser aussi ma pratique. Le fait d'avoir un retour public quasiment instantané sur Instagram, c'est hyper précieux, parce que du coup, ça me permet de modeler aussi un peu... Après, ça a des défauts, dans le sens où Insta, ça nous formate. 10 slides, format carré, on est beaucoup à s'exprimer comme ça, parce que le réseau social ne te permet de faire des dessins que comme ça. Donc, il y a aussi ce formatage, en fait, de la pensée et de l'esthétique qui peut être critiquable, mais d'un autre côté, ça m'a permis aussi vraiment de vraiment professionnaliser ma pratique, d'avoir un retour public et d'avoir un retour ensuite éditorial via Matin, avant de sauter le pas et de passer à la BD papier.
Alors, justement, on va parler de Matin, mais juste avant, est-ce qu'il y a des autrices comme Liv Stromquist ou Catel qui ont contribué à tes cultures féministes, ou finalement c'est plus une culture universitaire, en tout cas de recherche? C'est d'abord universitaire, vraiment. Et ensuite, si, les cultures féministes en BD, mais c'est à partir du moment où je me suis sentie autorisée à investir ces sujets par le biais de la bande dessinée, que j'ai aussi recherché des modèles qui le faisaient et qui le faisaient formidablement bien et qui m'ont ensuite beaucoup inspirée. Les BD de Catel, évidemment, que j'ai découvert Olympe de Gouges, la biographie, quand j'avais 17 ans à Angoulême. Et bref, et donc ça c'était un tournant de ouf, parce qu'en plus, à cette époque-là en tout cas, on était avant MeToo, bien avant, et Olympe de Gouges n'était pas si connue en fait. Et en fait, le regain d'intérêt pour les figures féministes, finalement, il a 5-10 ans max. Et ouais, en fait, il y a 10 ans, même Gisèle Halimi, si on n'était pas vraiment investi dans le féminisme, les gens ne savaient pas qui c'était, ne savaient pas ce qu'on lui devait, et Olympe de Gouges non plus. Et les déclarations des droits de la femme et de la citoyenne, littéralement, vraiment, j'en avais jamais entendu parler avant de lire cette BD-là. Et dans les cours d'histoire, on n'en parle pas vraiment. En tout cas, moi, dans mon lycée en histoire, on n'en parlait pas. Donc c'est aussi cohérent après pour l'histoire de France au féminin. J'avais très envie de rectifier un peu cette injustice-là. Mais donc du coup, il y a eu quelques pionnières. Liv Stromquist, non, je l'ai découverte vraiment sur le tard. C'est d'autres autrices en fait féministes qui m'ont dit « Ah mais tu connais pas ça ? Tu devrais lire ça ». Ça, on m'a comparé. C'est hyper favorable comme comparaison à son travail aussi, beaucoup, en disant elle cite beaucoup de penseurs, philosophes, sociologues, etc. Grosse permanence du texte, etc. dans ses BD. Moi, c'est Myriam Mal que j'aimais beaucoup quand elle était un petit peu moins connue que maintenant. En plus, on est allés dans la même fac. Voilà, ça c'est le hasard de la vie qui fait que, en gros, quand j'étais en licence 1, on devait faire un projet qui s'appelait projet professionnel, où on devait interroger une personne qui faisait le métier qu'on avait envie de faire et lui poser des questions et ensuite le présenter ensuite à la classe et dire est-ce que ça nous encourage à poursuivre dans cette voie ? Est-ce qu'on a envie de s'inspirer du parcours de cette personne ? Et moi, je venais de quitter ma prépa d'art que j'avais détestée et je me retrouvais en licence 1 de littérature et histoire de l'art. Et du coup, j'étais complètement perdue parce que j'étais en mode moi, j'ai toujours rêvé de faire de la BD, mais je me retrouve là en fac de littérature et je sais pas qui je vais interviewer en fait parce que je sais pas où je vais. Et c'est ma prof d'atelier de l'époque qui m'a dit tu sais quoi, j'ai une étudiante qui est, donc elle est un tout petit peu plus âgée que moi, Myriam, qui est aussi à Paris Diderot, mais elle est en, il me semble, socio et cinéma, un truc comme ça. Et elle aussi, elle fait des études vachement savantes à la fac, mais elle veut devenir autrice de BD. Je pense que tu devrais t'entretenir avec elle. J'étais en mode, oui, vas-y, file-moi son mail. Et c'était Myriam Mal. Donc, comme quoi la vie est aussi un peu bien faite, où je me suis retrouvée à lui poser des questions sur quel métier j'avais envie de faire et comment est-ce qu'elle me conseillait d'y arriver. Et elle, à l'époque, elle avait son blog Commando Culotte. Donc elle, c'était plutôt les blogs BD. Et moi, c'était plutôt Instagram quelques années après. Mais au final, on se retrouve à faire le même métier et à être sur les mêmes salons. Donc voilà. Et donc on parlait de Matin, la revue numérique, elle a été créée en 2020. Toi, tu y arrives assez tôt. Puis finalement, en janvier 2021, tu crées Mythe et Meuf, qui est maintenant ta série. Donc il y a un deuxième tome vient de sortir. C'est Clotilde Pallois, la rédactrice en chef, qui t'a contacté. Comment s'est passé vos échanges ? Sur quoi vous êtes partis ensemble ? En fait, c'est ce que je dis souvent sur Matin, mais c'était une très très bonne décision. C'est le seul petit démarchage que j'ai fait de toute ma carrière. J'ai envoyé un DM au compte Insta Matin, qui avait moins d'abonnés que moi à l'époque. C'était vraiment, ça débutait, mais j'aimais beaucoup la ligne édito. Du coup, je leur ai dit coucou. Je savais pas du tout que c'était Dargo. J'étais en mode coucou, je sais pas qui vous êtes, j'adore ce que vous faites. Parce qu'il y avait Marie Boiseau qui faisait une petite série. Maintenant, c'est Audrey Nallet qui a repris les petites leçons de permaculture. Mais la toute première saison, c'était Marie Boiseau qui faisait, et j'aimais beaucoup son travail. Et il y avait aussi Mikanki, Clémentine Leclé, qui faisait les portraits de personnalités écolo. Je suis très intriguée. Ouais, je ne sais jamais dans quel sens le prendre en fait. Mais qu'est-ce que ça fait ? C'est juste une télécommande. Ah ok. c'est juste. Oui, non, rien, non, avec Clémentine qui faisait aussi une série et qui était aussi dans mon master, voilà, pourquoi, une grosse pépinière d'autrice de BD, ce master, et j'aimais beaucoup son travail, et du coup j'ai envoyé un matin, j'étais en mode, je ne sais pas qui vous êtes, mais j'aime beaucoup ce que vous faites, je connais 2 des autrices qui sont featurées sur votre compte, et j'aime beaucoup, et voilà, et à l'époque c'était vraiment brandé que écolo. Et moi, j'étais là, moi, je fais plutôt du féminisme, est-ce que ça vous intéresserait de parler de féminisme ? Et là, Clotilde m'a dit, prenons un café.
on a pris un café et je venais de faire sur mon compte perso une réinterprétation du mythe de Méduse qui a été beaucoup réinterprété par les penseuses féministes, notamment des années 70. Notamment Hélène Cixous qui a écrit Le rire de la Méduse. Et du coup, moi j'avais fait exactement sur le format qui est devenu Mythe et Meuf. On prend le mythe de Méduse, je le raconte, je l'analyse, je prends le contre-pied des analyses classiques et je raconte pourquoi finalement c'est une figure plutôt émancipatrice, très intéressante au regard de comment les hommes l'ont raconté à travers les siècles. Et je dis à Clotilde, est-ce que ça te plairait que je décline un petit peu cette formule sur Matin ? Et elle me dit oui, mais est-ce que tu es sûre de vouloir t'arrêter que au mythe ? Est-ce que tu voudrais pas aussi faire conte de fées et avancer un petit peu chronologiquement jusqu'à par exemple Disney ? Du coup j'étais en mode ok, génial, faisons ça, et c'est comme ça en fait que Mythe et Meuf a été créé. Et après au début on voulait justement que ce soit chronologique, et puis finalement on s'est dit non, en fait on va le publier dans le désordre, c'est beaucoup plus intéressant. Je voulais faire au début Antiquité, Bible, conte de fées, donc plutôt médiéval, puis pop culture, Disney, puis Disney Pixar. Et en fait, on les a mises complètement dans le désordre parce que c'était plus intéressant de sauter de l'une à l'autre et de voir la permanence en fait de la manière de raconter les femmes hyper enfermante, qu'on soit dans une époque ou dans une autre, quoi, de sortir un peu de ce mythe de c'est linéaire, ça s'améliore, parce que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. Et comment t'as dressé la liste, t'as dressé ta wishlist de toutes les personnalités féministes que tu voulais et les personnages, ou finalement c'est en avançant que tu fais ton casting? C'était pas du tout le même procédé pour le 1 et pour le 2. Pour le 1, c'était un peu les personnalités que j'avais envie de traiter parce que j'avais toujours eu envie de les déconstruire. J'avais très envie de parler de Judith parce que, notamment dans mes études d'histoire de l'art, on voit beaucoup de représentations de Judith, beaucoup de mecs qui ont représenté Judith. C'est la castratrice par excellence, elle coupe la tête du mec pendant qu'il est endormi. C'est une femme fatale, mais en même temps, c'est une héroïne juive. C'est-à-dire qu'elle sauve la ville. Donc, elle va quick le mec dans son sommeil, mais c'est positif, ce qui est hyper rare. Donc je me disais, ok, il faut absolument que je me parle de Judith. Donc voilà, j'en avais quelques-unes comme ça, surtout de mes études. Je voulais parler de la reine de Saba, je voulais mettre de l'inclusivité, je voulais parler de Daphné. Et en fait, du coup, pour le 1, je les ai choisis en fonction de soit des pas connus qui méritaient d'être plus connus parce qu'il y avait quelque chose de très révélateur dans comment on les avait racontés, typiquement Daphné, soit des très très connus, typiquement Blanche-Neige, qui gagnerait à être vue sous un prisme différent, ou Karaba par exemple. Karaba, j'avais très envie de la faire parce que je savais très bien que plusieurs générations d'enfants et de parents avaient vu Kirikou et peut-être qu'ils y avaient pas vu ce que moi j'avais envie de souligner, et c'est un des épisodes dont on me parle le plus notamment. Donc voilà, ça c'était pour le 1. Donc j'avais quand même des trucs et puis j'ai essayé de répartir à peu près équitablement entre les différentes périodes et les différentes sources. Et le 2, c'était beaucoup plus au fil de l'eau, beaucoup plus en fonction de l'actualité. C'est aussi parce que c'est un livre qui a été beaucoup plus fait dans l'urgence et beaucoup moins d'épisodes qui ont été prépubliés sur Matin parce que j'étais en train de faire l'histoire de France au féminin en même temps. C'est très compliqué de tenir les délais pour les deux. Et donc du coup, c'était vraiment, je disais à Clotilde, ils ont été hyper cool sur ce plan-là où j'étais en mode... Vous aurez un épisode quand vous aurez un épisode. Là, vraiment, je l'ai fait quand je peux le faire, mais là, j'ai pas la disponibilité mentale pour avoir une régularité, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, c'était pas du tout possible. Et typiquement, j'ai fait un épisode sur Sainte-Soline parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé à Sainte-Soline. C'est-à-dire que je ne connaissais même pas cette sainte. Elle est pas du tout aussi célèbre que d'autres martyrs. Et c'est quand il s'est passé un petit déclic dans mon cerveau entre... Il y a eu ce qui s'est passé à Sainte-Soline, répression policière atroce, terrain de lutte écologique. Et il y a eu ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, il y avait des noms de femmes qui devenaient des noms de champs de bataille et qui devenaient emblématiques d'une lutte pour le territoire et d'une lutte pour une forme différente de société. Du coup, je me suis dit, ok, est-ce que ces noms de femmes qui deviennent des noms de terre, il n'y a pas quelque chose à faire ? Est-ce qu'elles ont quelque chose d'intéressant à nous dire, ces femmes ? Alors, Notre-Dame-des-Landes, bon, c'est facile, Notre-Dame 2, c'est toujours la Vierge, mais j'avais déjà un peu parlé de la Vierge dans mon strip sur Ève, etc. Et Sainte-Soline, du coup, j'ai découvert cette martyre des Deux-Sèvres, que je connaissais pas du tout, et je me suis rendu compte que les passerelles qui pouvaient être faites entre écologie et féminisme à partir de son histoire à elle étaient hyper pertinentes. Donc voilà, et c'était rigolo parce que j'étais à Rennes et à Nantes pour la tournée récemment, et il y a pas mal de militants en fait écolos bretons qui étaient à Sainte-Soline et qui sont venus me remercier d'avoir fait cet épisode et qui s'étaient sentis écoutés et soutenus qu'il y ait ça dans un format Mythe et Meuf qui... Enfin, comment dire, c'était pas forcément prédestiné à aborder ces sujets-là et cette lutte-là. Et du coup, ça, c'était vraiment dicté par la spontanéité, quoi.
Alors si on regarde dans le deuxième tome, il y a Égérie, la Schtroumpfette, Anne Frank, Circé, Trinity, donc de Matrix, la Malinche, Poison Ivy. Donc c'est vrai que tu pars vraiment dans toutes les directions, mais à chaque fois il y a quand même toujours une convergence en fait dans ta relecture. Finalement tu reconstruis les mythes. C'est vraiment. C'est ça. Bah en fait c'est ça. Hyper bonne formulation. Dans le 1, je déconstruis. Je prends des choses quand même vachement connues et je les analyse et je décortique comment est-ce que les femmes ont été écrites. Et dans le 2, c'est plutôt les autrices. C'est pour ça que le dernier chapitre, ça s'appelle Les autrices. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que ça commence par Égérie. Égérie qui est la déesse du génie qui se fait piquer son idée par les hommes et qui devient la muse inspiratrice. Et du coup l'Égérie, par antonomase, si je ne me trompe pas, ça devient un nom commun, alors que c'était un prénom, une personne à la base. Et donc une égérie, ça devient le support, la coquille vide pour accueillir l'idée du génie masculin et pourquoi pas représenter sa marque. Et donc du coup, on a le passage de inventrice de génie à juste beauté plastique complètement vide d'idées. Et moi, je voulais aller à rebours de ça et dire commencer par Égérie et terminer par les autrices. C'était cohérent de dire, en fait, je revendique le droit à être autrice avec ce deuxième volume. Et c'est aussi pour ça que je me suis intéressée à des productions beaucoup plus contemporaines pour dire comment on écrit les femmes aujourd'hui. Maintenant que c'est bon, on connaît tous les clichés, on connaît tous les écueils dans lesquels on tombe quand les narrations sont prises en otage par le genre masculin. Comment est-ce qu'on se les réapproprie et dans quels écueils on ne veut pas tomber et comment on raconte les femmes aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut continuer à raconter les femmes pour continuer à nous offrir des imaginaires plus séduisants, quoi. Alors, ce qu'on ne voit pas sur Instagram, en tout cas quand tu prépublies les épisodes, c'est il y a tout le, on va dire, un peu le corpus scientifique que tu ajoutes dans le livre. Ça t'est venu assez naturellement finalement de montrer d'où tu viens aussi. Oui, en fait, à la base, je faisais un petit texte en description de chaque strip Insta de matin. J'écrivais, en gros, au début, c'était juste, je citais mes sources. Puis après, j'ai commencé à plus du tout citer mes sources et à juste exprimer des points de vue que j'avais pas eu le temps d'exploiter dans les 10 slides. Parce que 10 slides, c'est quand même super court pour raconter des choses qui sont vachement denses, sur lesquelles j'avais vraiment envie de m'appesantir et de développer. Et en fait, le nombre de caractères sur Instagram, il est limité. Et donc, j'étais toujours un petit peu frustrée. Et d'ailleurs, très souvent, j'envoie un super long mail et Clotilde me dit « Bon, ok, j'ai coupé là, parce qu'on n'a pas de place. » Et du coup, quand on est passé au papier, avec mon éditrice Pauline, qui s'occupe de la version papier de mes BD, elle m'a dit, est-ce que ça te dirait d'avoir une page supplémentaire où tu écris ce que tu veux. Tu as libre cours pour, avec un nombre de caractères, mais c'était pas du tout un problème vu la place que j'avais et vu les prouesses aussi de graphisme et de mise en page de toute l'équipe de Dargo derrière moi, qui faisait que j'avais la place de vraiment m'étendre et de prolonger ma pensée. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses si t'as une page pour t'exprimer? J'étais en mode, génial, trop bien, parce que j'adore écrire. Au final, j'écris énormément. Et ça aussi, j'en parlais l'autre jour, je m'étais peut-être pas rendu compte à quel point Instagram me fait pratiquer l'écrit aussi. C'est-à-dire que je publie mes dessins, bien évidemment, mais en fait, je fais des stories tous les jours. J'écris des descriptions de posts à chaque fois. Et donc, du coup, je suis tout le temps en train d'écrire. Je peaufine ma pensée et ma pratique de la pensée que je mets à l'écrit tout le temps. Et du coup, pouvoir le figer sur le papier aussi et utiliser mes mots et pas seulement les bulles et l'espace assez réduit du format carré 10 slides, ça m'intéressait beaucoup aussi et ça me tenait à cœur. Et je fais aussi beaucoup de recommandations. En fait, ce que je fais sur mon compte Insta, des recommandations lecture, des recommandations cinéma, en mettant en avant toujours les créatrices féminines ou queer. Et un des chapitres quand même, en tout cas, on a un festival de bande dessinée qui est un des plus frappants, c'est sur celui de la Schtroumpfette quand même, où là, ce que tu exposes, et c'est dans le livre en fait qu'on relit, mais c'est quand même assez fou en fait de voir que Peyo a posé ce personnage via cette construction totalement affreuse. C'était quelque chose dont tu t'es rendu compte en tant que lectrice, ou finalement c'est après, avec ta culture féministe, que tu dis attends, mais là il y a vraiment un truc. Ah non, c'est après. C'est après parce que je ne lis pas les Schtroumpfs. Voilà, désolée. C'est pas grave. En plus, l'album La Schtroumpfette, il est sorti en 1967. Donc c'est même pas que c'est pas ma génération, c'est que c'est vraiment bien avant, quoi. Mais je connais les Schtroumpfs comme tout le monde. Et en fait, tout le monde sait, même si on ne connaît pas les origines vraiment de la Schtroumpfette, de comment elle a été créée, de à quel point c'est une recette, littéralement une recette misogyne pour créer ce personnage féminin, on sait, quand on connaît l'univers des Schtroumpfs, parce que ça a été décliné en dessin animé, en plein de trucs, qu'une Schtroumpfette, il n'y en a qu'une. Donc ça, tout le monde le sait, même si on ne lit pas la BD. Mais c'est pas très souvent souligné.
Alors que c'est évident. Mais juste, c'est pas forcément analysé. Et en fait, je suis tombée aussi en lisant un autre bouquin qui s'appelle Rivalité non féminin, sur un truc qui s'appelle le syndrome de la Schtroumpfette, qui est que dans la fiction, on va avoir tendance à penser que la parité, c'est d'avoir une meuf au milieu d'une multitude de personnages masculins. Ce qui n'est pas du tout vrai. Enfin, ça ne suffit pas du tout pour faire 50%. Et on va pas beaucoup le questionner. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi avec Mythes et Meufs, c'est pas de faire le procès a posteriori d'une histoire qui a été racontée selon les biais de son auteur ou de son époque ou des deux. C'est ce que je dis aussi beaucoup sur les contes de fées. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais tu as pourri mon enfance parce que tu as dénaturé mon conte préféré en me faisant comprendre que c'était hyper misogyne et tout. » On m'a dit ça pour La Petite Sirène, par exemple. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire « Ah, les contes, c'est pas bien ». Moi, je pense que les contes et les bandes dessinées et les narrations, c'est des adjuvants culturel, c'est plutôt de partir de cet exemple-là pour analyser un phénomène qui est plus large et qui peut avoir des répercussions dans nos vies ailleurs et dans nos représentations culturelles. Et ce truc de la Schtroumpfette, bon, je sais pas si c'est syndrome, je sais que Peyo est certainement pas le premier à le faire, mais le fait d'avoir un seul personnage féminin dans une multitude de personnages masculins, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de productions culturelles et qui sont vraiment très jamais soulignés. Et souvent, quand on dit il y a pas assez de filles, on dit mais si, il y a elle, et c'est tout. Non mais c'est vrai, et c'est rigolo, je parlais avec un éditeur hier au dîner d'Argo et c'était un peu pareil pour la représentation féminine dans la bande dessinée où je disais il n'y a pas de femme dans la BD, on me fait mais si, il y a que la Bretéché. Ok. Il y a que la Bretéché, voilà. Maintenant, heureusement, il y a beaucoup plus de femmes, mais voilà, il y avait un peu ce petit truc pareil pour le Grand Prix d'Angoulême, on est en mode mais si, regarde, il y a elle. Et c'est tout quoi, et sur 70 ans d'existence, ou non, 50 ans, c'était les 50 ans l'année dernière. Ouais. Voilà, des choses comme ça, où en fait, on va te sortir le token, le personnage féminin, pour te dire mais si, comme si ça suffisait. Et maintenant, c'est plus le cas, parce qu'il y a eu MeToo, il y a eu une révolution aussi vraiment culturelle, littéraire, qui est en train de s'opérer dans les pensées féministes, etc. Mais jadis, il n'y a pas si longtemps, quand on disait qu'on voulait faire un livre féministe, c'était « pourquoi ? On en a déjà sorti un cette année !» Et donc, voilà, il y avait l'idée de le féminisme, c'est bon, on a déjà dit un truc, alors que faire une énième histoire de pirate ou de chevalier, ça dérangeait pas d'avoir 500 sorties par an qui parlaient de ça, quoi. Mais le féminisme était en mode, non, c'est bon, on a déjà couvert ce créneau-là. Et c'est un peu ça avec les personnages féminins. On a déjà couvert ce créneau, on a une blonde qui bat des cils. Voilà, c'est ça que ça dénonce un peu la Schtroumpfette. Oui. C'est vrai que Pénélope Bagieux, elle m'a déjà dit en interview que pour elle, finalement, c'était le métier de la BD, c'était uniquement masculin, parce qu'il y avait finalement une exception. Toi aussi, pendant longtemps, tu t'es dit, en fait, il n'y a que des auteurs. Oui et non. Heureusement, moi, j'ai grandi avec un tout petit peu plus de représentation féminine. Pénélope, on lui doit tellement. Elle a tellement ouvert la porte pour montrer que c'était possible déjà d'être une femme et de faire de la BD. D'être une femme et de faire de la BD féministe. Et que ça pouvait être rentable, et pas seulement rentable, mais un ultra best-seller dont tout le monde parle. Et donc ça, en fait, ça vient saper énormément de clichés et ouvrir grand la porte pour... Enfin, moi, je n'aurais clairement jamais eu l'espace pour faire du contenu comme Mythes et Meufs s'il n'y avait pas eu Pénélope et les culottés. C'est évident, et je le rappelle à chaque fois que je peux, parce qu'en fait, c'est pas... On m'a complimenté souvent pour le ton que j'avais dans mes bandes dessinées, qui n'avait pas peur d'être radicale, mais je n'aurais jamais pu avoir l'opportunité de publier cette radicalité s'il n'y avait pas eu des pionnières avant, dont Pénélope bien évidemment, dont Catherine Meurice aussi, beaucoup. Catherine Meurice, sa légèreté, ça m'a fait un énorme déclic, parce que j'avais peur, en fait je me disais, plus que trop masculin, ce dont j'avais parfaitement conscience, mais je lisais beaucoup de mangas quand j'étais ado, beaucoup d'autrices de mangas. Et donc, du coup, le fait de pouvoir faire du manga ou du dessin, je m'étais pas dit que c'était pas pour moi parce que je connaissais assez mal la BD franco-belge, mais je connaissais très bien l'univers du manga, même si c'est un univers qui souffre de biais sexistes qui sont propres à la culture japonaise, que je vais pas analyser maintenant, mais qui sont pas enviables non plus. C'est aussi un métier où les autrices existent. Et donc, du coup, j'avais ces représentations de dessinatrices et de mangas destinés aux filles, parce qu'il y avait beaucoup moins en BD. Moi, je lisais beaucoup de shoujo. Enfin, je lisais toutes sortes de mangas, mais beaucoup de shoujo. Et c'était marketé lectorat féminin. Donc, il y avait ça quand même dans mon adolescence. Mais après, comme du coup, je me suis pas reconnue dans les études d'art et que j'ai fait des études plutôt académiques, j'avais peur d'être trop pédante, de pas pouvoir parler d'histoire de l'art en BD parce que je me disais, ouais, c'est ça, ça va être arrogant, ça va être élitiste, il n'y a pas de lectorat pour ça, etc. Et en fait, j'ai lu La Légèreté et j'ai vu qu'on pouvait
voilà, partir à Villa Médicis et discuter avec Stendhal et parler de Saint... En fait, c'est des choses que j'avais vues en cours et de dire s'évanouir de tant de beauté devant un tableau comme Bergotte dans La recherche du temps perdu de Proust. J'étais en mode, mais jamais de la vie, je vais pouvoir dire ça dans un strip de BD. Et elle le faisait. Et elle le faisait en faisant plein de blagues. Et elle le faisait en rendant ça magnifique et accessible et hyper émouvant. Elle parlait de terrorisme, elle parlait de choc esthétique, elle parlait d'amour. Et il y avait tout dans cette BD. Et je me suis dit, oh, j'ai le droit de faire ça. On peut faire ça. C'est possible de faire ça. Et j'avais pas conscience que c'était possible de faire ça. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est ça que je dois aux pionnières. C'est pas tant d'avoir transcrit en BD des pensées féministes qui me sont plutôt venues de lecture, du coup, texte au noir, enfin, d'essais féministes. Mais c'est plutôt d'avoir montré par l'exemple que c'était possible de porter ce genre de contenu. Pareil pour Aude Picot. La BD érotique, dans ma tête, c'était l'apanage des auteurs hommes. Aude Picot, elle arrive, elle fait comtesse, elle fait déesse, et pareil, là pour le coup, choc esthétique. J'étais en mode, on peut faire un Ancien Testament érotique. On peut faire une BD de cul sur Ève, Adam, Lilith, Samaël. C'était incroyable. C'était incroyable. Et elle, ça, Lilith, elle est géniale. Et j'ai eu hyper envie de faire un épisode sur Lilith parce que j'ai lu la Lilith de Aude Picot. Bien sûr. Et en fait, voilà, c'est ces femmes-là, incroyables, qui sont arrivées, qui ont dit, bah, moi, je vais faire ça. Et qui ont ouvert la voie pour toutes celles qui viennent après, quoi. Et dans ton écriture, bah, tu dis il y a la radicalité, mais aussi l'outil de l'humour. C'est important aussi pour toi quand même, voilà, de faire passer un propos engagé par l'humour. Oui, tout à fait. Déjà parce que je pense que les idées restent bien en tête quand elles nous font marrer, mais c'est pas purement utilitaire aussi. C'est aussi parce que moi, c'est vraiment un moyen de décompresser, et je m'en suis rendu compte aussi que je m'en sers beaucoup sur les réseaux, parce que tenir des propos engagés sur les réseaux sociaux, c'est s'exposer à beaucoup de harcèlement. Je suis cyberharcelée très très souvent. Et dédramatiser en ridiculisant ceux qui m'insultent, c'est vraiment cathartique. Et c'est vraiment hyper bénéfique. Et mon petit Jean-Michel Patriarcat, mon petit mec avec sa petite moustache et son angoisse de la castration, si j'ai eu besoin de le faire lui, c'est parce que ça me délivrait de représenter à quel point il était ridicule. Et du coup, s'il est ridicule, il n'est pas dangereux. Donc moi, il y avait ça. Et je trouve que l'humour est une arme extrêmement dangereuse, et notamment parce qu'elle sert à décrédibiliser, à désacraliser un peu nos adversaires qui peuvent être très effrayants quand on n'a pas des ressources extérieures pour se protéger de cette violence. Donc ça fait 2-3 ans en fait que tu t'as créé ton armure pour... comment tu peux le gérer en fait, enfin, ce cyberharcèlement constant En ayant des cercles physiques, solides, hors du numérique, vraiment, hors du virtuel. C'est ça, c'est la clé en fait. Si même nos soutiens et nos amitiés et nos collègues sont via le biais du virtuel, on ne s'en sort pas, parce qu'en fait, ce qui nous fait du mal, c'est aussi notre outil qui nous fait du bien. Et du coup, on n'a pas le loisir de pouvoir couper, on n'a pas le loisir de pouvoir décompresser, et aussi... les conversations qu'on peut avoir en physique avec des gens n'ont rien à voir avec ce qui peut être échangé sur les internets, vraiment. Et bref, j'ai pas envie d'en parler. Non, mais j'allais partir sur le Moyen-Orient, mais non, parlons pas. Vraiment pas. Mais il y a des périodes où l'actualité, en général, sans parler de cette actualité-là, peut être extrêmement violente et polarisée très fort, même dans des débats qui ont à voir qu'avec le féminisme, au sein du féminisme, polarisée très fort des courants. Et en fait, quand on voit les gens en physique, quand on va en manif, quand on va en réunion, quand on a un collectif, quand on a un cercle d'amis engagés, quand on a des colloques militantes, comme ça a été mon cas pendant longtemps, on découvre en fait de l'empathie, de l'écoute, de la douceur, de la bienveillance qui a peu d'espace pour exister en numérique. Et du coup, pour moi, c'est ça la clé, c'est de voir les gens en physique, c'est de se déplacer dans les manifs, dans les collectifs, dans les réunions, et de cultiver en fait cette bienveillance en présentiel. Et ça me sauve, quoi, vraiment. Parce que si on est bloqué tout seul dans son coin, dans sa petite bulle internet, on peut vraiment se faire du mal et se sentir très isolé. Voilà, tu parlais de la conception de Mythes et Meufs 2 qui avait été compliquée parce qu'il y avait l'histoire de France au féminin. Alors justement, comment est né ce projet de l'histoire de France avec Sandrine Mirza? Vous vous êtes rencontrés? C'est via Casterman? C'est via Casterman, ouais. En fait, Sandrine, donc, elle est historienne et elle est aussi donc, autrice. Donc, elle écrit des livres d'histoire et elle scénarise aussi de temps en temps des BD de vulgarisation historique chez Casterman Jeunesse. Et donc, elle connaissait déjà Marine Tasso, qui est mon éditrice maintenant. Elles se connaissaient, elles avaient déjà bossé ensemble. Et donc, en fait, il y a eu ce projet de faire une histoire de France au féminin en one-shot, de la préhistoire jusqu'aux années 2020 à peu près.
Et bah voilà, il était question de trouver une dessinatrice pour incarner ce projet. Et comme elles avaient déjà bossé ensemble avec Sandrine, il était acté qu'elle allait le scénariser. Et en fait, toutes les deux, en se concertant, elles se sont dit, bah, on a envie de le proposer à Blanche parce qu'on aime bien voilà, ce qu'elle véhicule, son trait. Et bah voilà, du coup, elles m'ont appelée en me disant, est-ce que ça te tente ? Et j'ai vraiment accepté quand j'ai vu la première, le premier fil narratif de Sandrine, vraiment le premier découpage, mais le premier pré-découpage où c'était un truc Excel hyper succinct de sur quoi elle avait envie de mettre l'accent par période historique. Et ça m'a vraiment convaincue parce que j'étais en mode ah mais en fait c'est trop génial, j'ai trop envie d'incarner ça, j'ai trop envie de parler de ça. Effectivement, ça faisait écho à des questionnements que j'avais déjà eus, à des choses que j'avais déjà soulignées, enfin qui m'avait été donné de remarquer dans mon parcours, il y a certaines figures historiques dont on parle pas, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de connaître cette pionnière, etc. Et puis aussi le fait que on dit toujours que les femmes ont dû conquérir le droit de travailler et maintenant l'égalité salariale, mais en fait les femmes ont toujours travaillé, vraiment. Pareil, pendant mon Erasmus à Madrid, on avait fait la grève féministe, où l'enjeu c'était de dire on travaille, c'est juste que ce n'est pas reconnu ou rémunéré à sa juste valeur. Donc si on fait la grève, on se rend bien compte que le monde s'arrête de tourner. Et rendre justice à ça, ça me plaisait énormément. Donc j'ai accepté très très rapidement. T'en as touché quelques mots tout à l'heure, mais tu disais en fait, et t'en parles en postface, on va dire que durant ton parcours scolaire, trop souvent tu t'es demandé pourquoi on parlait pas de femmes dans l'histoire, de l'art, dans l'histoire tout court. C'est quelque chose qui est une frustration déjà de lycéenne et là qui finalement trouve... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, c'était moins histoire, du coup, parce que j'en ai moins fait, que littérature et peinture. Cinéma, en fait, on avait un cours qui s'appelait Images, et du coup, ça pouvait aller de toutes sortes de formes d'images. Et c'était les femmes sont surreprésentées, mais c'est jamais elles qui tiennent le pinceau. Et en fait, il y a eu plein de débats, même après mes études, en fait, même en tant que militante là-dessus, des choses qui sont venues souligner ce paradoxe très très fort. Quand justement on a refusé l'entrée au musée du Louvre à une jeune femme parce qu'elle avait un trop gros décolleté, alors que le Louvre est rempli de femmes... Non, c'était le musée d'Orsay, encore pire. Non mais c'est vrai, encore pire parce que la période historique qui est proéminente au musée d'Orsay, c'est vraiment que des meufs à poil. C'est vraiment rempli de femmes complètement dénudées, peintes par des hommes, et une femme réelle qui demande à aller voir ces tableaux, on va lui dire « rhabille-toi ». Ça, c'était scandaleux. Et donc, c'est pas une histoire de l'art, c'est une histoire de France au féminin, mais ce truc-là, que les femmes ne tiennent jamais le crayon, ça me paraissait injuste. Et donc, du coup, de pouvoir, nous, en tant que... De toute façon, j'ai bossé qu'avec des femmes dans toute ma carrière, ma courte carrière de BDiste, que ce soit les éditrices, les scénaristes, les dessinatrices, les meufs à la com, les meufs dans les salons. C'est très, très féminin. Et donc, je trouvais ça génial d'avoir un projet féminin du début à la fin pour parler de comment les femmes ont aussi fait l'histoire et quelle place elles tenaient dans l'histoire qu'on nous raconte. Et ce que j'aime bien dans cet ouvrage, c'est qu'on a beaucoup dessiné des femmes qui dessinent. Et ça, j'aime bien. C'est-à-dire qu'on a vu on voit, je trouve, quand on parcourt l'album, que la littérature, la peinture, l'art a été un vecteur d'émancipation très fort à des moments où les femmes ne pouvaient pas s'illustrer dans beaucoup d'autres choses et qu'elles ont investi ce domaine-là pour pouvoir porter des idées et des revendications. Et donc, du coup, nous, historiennes, scénaristes, dessinatrices, féministes, dessiner des femmes qui dessinent pour rétablir une vérité historique, il y avait un espèce de truc très méta, hyper satisfaisant. Il y a une vraie vocation pédagogique dans ce livre. C'est vraiment... complètement. Bientôt, il va être dans toutes les classes. En tout cas, en tout cas dans les bibliothèques. J'espère. Oui, mais c'est vrai que vous l'avez incarné en fait avec cette grand-mère qui a donc, sa petite fille et son petit-fils, et donc finalement, ce qui rend le livre très vivant. Mais c'est aussi, en vocation, en destination des enfants. Oui, on dit que c'est à partir de 11 ans. C'est à partir du collège, les héros-héroïnes, Jules et Chloé, à qui la grand-mère explique toute l'histoire de France pendant tout l'album, ont entre 12 et 14 ans, à peu près, 13 quoi en fait, 13 ans, à peu près. Donc c'est ça notre cœur de cible. Mais après, moi j'ai tellement appris en dessinant ce livre que je pense que tous les adultes devraient le lire. Et d'ailleurs c'est rigolo, on en parlait aussi avec mes éditrices là à Saint-Malo, c'est que je vois mon public en dédicace qui rajeunit. C'est-à-dire que par rapport à quand je faisais la tournée pour Mythes et Meufs 1, là j'ai beaucoup plus de plus jeunes personnes qui viennent pour l'histoire de France et pour Mythes et Meufs 2. Et ce que me disait Marine, c'est que en fait les jeunes n'ont pas de pouvoir d'achat. C'est pas eux
ou très peu avec le pass culture. Et d'ailleurs, beaucoup de gens viennent me dire j'ai utilisé mon pass culture pour acheter ta BD, ce qui est trop mignon. Mais les jeunes vraiment pré-ados, c'est pas eux qui ont le pouvoir d'achat. Donc en fait, c'est les parents qui mettent à disposition ces outils. Mais les parents, évidemment, avant de mettre un livre dans les mains de leur enfant, ils le lisent, parce qu'ils n'ont pas envie de leur donner n'importe quoi. Et donc pour moi, il y a cette ambiguïté qui est hyper féconde dans le livre jeunesse. C'est que c'est à destination des jeunes, mais c'est les parents qui l'achètent. Et les parents qui le lisent aussi. Donc du coup, si on fait un livre qui est à destination des enfants, mais hyper instructif pour d'autres générations aussi, en fait, on fait aussi un peu d'une pierre deux coups. Et moi, je dis, voilà, on dit c'est à partir de 11 ans, mais c'est de 11 ans à 111 ans. Honnêtement, vraiment, j'ai pas du tout la prétention de savoir ce que j'allais écrire avant que Sandrine me donne son scénario, quoi. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. C'est la première fois, en fait, que tu as un scénario d'un livre quand même assez grand, qui est fourni comme ça, clé en main. Oui, parce que en fait, j'avais fait Marinette avec Marie Papillon au tout début en 2021. Mais en fait, on l'avait vraiment écrit un peu au fil de l'eau. Parfois, c'est moi qui trouvais la chute, parfois c'était elle. C'était beaucoup d'échanges de mails, beaucoup d'échanges de textos. Donc, c'était pas exactement aussi cadré que le scénario BD que j'ai eu à adapter avec Sandrine pour ce projet-là. C'était beaucoup plus professionnalisé BD, on va dire, sur l'histoire de France. Et oui, en fait, j'avais jamais eu des dossiers comme ça, découpés case par case, case 1, il se passe ça, nanana, descriptif, didascalie, machin. Et voilà, et avoir une éditrice au milieu aussi qui filtre tous nos échanges, et de retravailler les planches, parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois plus tard. Enfin, ouais, c'était vraiment un gros challenge, et la première fois que j'avais un boulot aussi exigeant, en vrai. Tu dis que tu as beaucoup appris. Alors, c'est sur quelle période tu as le plus appris ? Ou peut-être sur chaque période, je sais. Ça dépend. Il y avait des choses que je soupçonnais par des lectures diverses, mais que j'avais jamais creusées. C'est-à-dire qu'il me semblait bien que l'Empire romain avait été le lieu d'une perte de droits pour les femmes gauloises, qui avaient été du coup conquises à cette époque-là, et que chez les Celtes, on avait en fait des lois toujours patriarcales, hein, vous inquiétez pas, mais beaucoup moins que sous l'Empire romain qui allait suivre. Et en fait, moi, c'était plutôt l'intuition que les périodes historiques qu'on nous présentait toujours comme les plus intéressantes, les plus fécondes, les plus glorieuses, c'était les périodes où les femmes avaient le moins de droits. Et donc on va nous dire l'Empire romain incroyable, on fait des fontaines et des amphithéâtres, on a des philosophes, militairement c'est incroyable ce qui se passe, je caricature, hein. Mais et on allait vraiment pas beaucoup parler de la culture précédente ou qui allait suivre, alors que finalement c'était là où les femmes étaient beaucoup plus investies dans la vie publique, dans la spiritualité aussi. Et on observe le même phénomène avec la Renaissance, où on va nous présenter le Moyen-Âge comme une période barbare, obscurantiste, fanatique, tout ce qu'il y a de plus noir finalement, enfin de plus sombre, alors que la Renaissance, c'est l'humanisme, c'est les grandes découvertes, voilà, on redécouvre les philosophes antiques. Mais oui, on redécouvre les philosophes antiques, donc qu'est-ce qui se passe ? Énorme backlash, énorme regain de misogynie, perte de droits des femmes. On dit jamais la Renaissance, c'est le génocide des populations autochtones, l'évangélisation. On dit jamais, on met l'accent sur la Saint-Barthélemy juste pour dire c'est de la faute de Catherine de Médicis. On dit pas la Renaissance, l'humanisme, c'est aussi des horribles, affreuses guerres de religion. Ce n'est pas des choses qu'on va souligner. On va le présenter comme quelque chose de magnifique, alors que c'était quand même pas très magnifique pour une énorme partie de la population. Rebelote, quelques siècles plus tard, avec Napoléon et le 19e siècle. Et on va nous dire, oui, le premier empire, ça met fin au chaos de la Révolution, le code civil, quel progrès. Mais le code civil, il fait des femmes des éternelles mineures. Il met les femmes sous tutelle, et c'est un truc dont elles vont mettre le siècle suivant, tout le 19e siècle, pour se libérer de ça, en fait. Et du coup, moi, je me suis dit, ces trois périodes, on nous les présente toujours comme quelque chose de glorieux après une période obscurantiste. Et quand on fait le négatif de cette histoire de France au masculin, quand on fait l'histoire de France au féminin, on se rend compte qu'en fait, ça a été des périodes qui ont été atroces pour 50% de la population. Et ça, cette espèce de blanc-noir, de manière de raconter l'histoire de France, j'en avais eu un peu l'intuition, ne serait-ce qu'en lisant Sapiens, en fait, qui ne parle pas du tout de ça, mais juste, je lis Sapiens de Harari, et j'avais cette intuition-là, et j'étais en mode, mais attends, il faut quand même souligner, il y a un petit chapitre dessus quand même, il le souligne, il dit, oui, quand même, vraiment, c'est une égalité. C'est vrai. Et la manière, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que la manière de raconter l'histoire n'était pas neutre, et qu'on avait beau être historien, c'est aussi une manière de raconter l'histoire. C'est aussi une narration. Notre histoire avec un grand H, c'est aussi une narration. Et si c'est que des hommes qui la font, c'est aussi une manière de raconter les femmes, finalement, en filigrane.
Voilà. Je sais pas, je crois que j'ai digressé, mais... Bah non, pas du tout. Et est-ce qu'on peut parler déjà des prochains projets? Parce que bon, tu as sorti 2 livres. Est-ce que tu as déjà sur autre chose? Est-ce qu'à un moment, tu dis, bah tiens, je vais passer par la fiction qui soit aussi engagée? C'est l'étape d'après. J'ai rendez-vous tout à l'heure pour pitcher ce fameux projet. Et une fois que ça aura été validé, je pourrai dire officiellement, c'est mon prochain projet. Mais c'est vraiment ce que j'ai en tête là. J'ai envie de faire de l'heroic fantasy féministe. Voilà. Parce que je suis très 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 fan de ce genre. Je pense que mon lectorat n'est pas prêt pour à quel point je suis une énorme nerd de ça. Parce que c'est pas un truc que j'ai beaucoup laissé transparaître, un peu plus dans le Mythe et Meuf 2. Parce qu'il y a Ellie, parce qu'il y a Poison Ivy, il y a Daenerys, on commence à sentir un petit peu que j'ai une fibre là-dedans. Mais j'aimerais bien passer du côté de la fiction et raconter grâce à ce contexte que je trouve extrêmement propice à souligner et pourquoi pas combattre les injustices, parce qu'elles sont ultra flagrantes quand on les remet dans ce contexte-là, pour en fait tenir un propos politique. Parce que justement dans le chapitre sur Daenerys Targaryen, donc de Songs of Ice and Fire, c'est ça, et puis Game of Thrones, tu dis qu'en fait le personnage, la fin a été bâclée et que voilà, il n'y a pas assez d'autrices de break fantasy pour écrire convenablement des personnages féminins. Quoi. C'est ce que je pense. Et pas assez d'autrices connues aussi, parce qu'au final, en discutant avec d'autres personnes qui sont dans le milieu de l'édition depuis plus longtemps que moi, etc., c'est pas très compliqué, mais qui sont dans le milieu de l'édition depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps, qui me disent, mais si, des écrivaines d'heroic fantasy, je te jure qu'il y en a. Il y a pas mal de temps déjà, et elles sont pas connues, c'est-à-dire qu'elles vont pas autant circuler que leurs homologues masculins. Et elles vont, et ça c'est très important, pas être adaptées à l'écran. Et en fait, on se rend compte que c'est ça qui change. C'est que quand on parle d'heroic fantasy à des gens qui sont pas ultra méga fans, déjà ils peuvent pas citer beaucoup de noms féminins, mais surtout, on peut citer que des choses qui ont été adaptées. On peut citer Le Seigneur des Anneaux, on peut citer The Witcher, on peut citer Game of Thrones. Et en fait, quand ça passe par la télé, quand ça passe par le cinéma, tout d'un coup, ça devient de la culture beaucoup plus populaire que le petit genre de niche de heroic fantasy qui est quand même pas non plus l'apanage de tout le monde de base. Et en fait, le fait qu'elle soit jamais adaptée, c'est aussi le reflet d'une certaine politique et de quel genre d'histoire plaît et quel genre d'histoire on a envie de porter à l'écran, parce que peut-être que les écrivaines femmes ne racontent pas des choses qui ont les mêmes tenants et aboutissants que les écrivains hommes. Et donc du coup, il s'agit pas de dire que moi je vais réinventer le genre ou que je suis la pionnière, parce que c'est pas vrai. Il y a des autrices qui me précèdent, mais en BD, en France, c'est vrai que j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas énormément et j'arrive pas à en citer. Et surtout, ma culture heroic fantasy s'est construite sans elle. Et ça, j'ai envie de prendre le contre-pied de ça. Et j'ai envie de raconter autre chose aussi, en fait. Et un truc qu'on dit souvent, et c'est ce que je dis dans mon épisode sur Daenerys. Déjà, les auteurs, même quand ils font des gros efforts, ils savent pas quoi faire de leurs femmes puissantes. Ils font des femmes puissantes, et soit ils font des meufs qui se comportent exactement comme les hommes, soit ils font des femmes puissantes, en fait, à leur insu, ils reprennent des choses qui viennent de la mythologie, en fait, qui sont le destin soit des Valkyries, soit des Amazones. C'est-à-dire les femmes puissantes, comment elles finissent? Elles meurent dans d'atroces souffrances, ou elles se marient et elles abandonnent leur épée. Mais vraiment, c'est ce qui arrive à Daenerys. D'ailleurs, je le dis dans mon strip sur les Amazones. J'avais pas fait encore de strip sur Daenerys. Dans mon strip sur les Amazones, je dis toutes les Amazones, elles connaissent le même destin. Soit elles tombent amoureuses du héros et elles l'épousent et c'est fini, elles déposent les armes. Soit le héros les tue. Soit les deux. Tombent amoureuses du héros, qui les tue? Comme Daenerys. Donc voilà, et les Valkyries c'est pareil. Et du coup j'étais en mode voilà, on est héritière d'une culture fantasy, et du coup on reproduit des schémas. Et moi je veux péter ce schéma. De toute façon, on est presque sûr que ce rendez-vous va bien se passer. Hein? J'espère. Bah oui. Je vais vous laisser la parole. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions pour Blanche. Je vais me taire. Une question? Oui. Monsieur? Oui, attendez le micro, effectivement. Bonjour. Vraiment fanat, enfin moi j'ai découvert Mythe et Meuf un peu par hasard en fait, dans le boulot comme je suis prof, et puis le fait d'avoir sorti l'histoire de France au féminin, et puis de voir en fait qu'au niveau éditorial, vous disiez tout à l'heure en fait que à une certaine époque, c'était difficile d'aller trouver justement de quoi parler les personnages. Je repense à Iris Bray aussi, qui raconte beaucoup dans ses essais qu'en fait, il faut en passer par la fiction. Et c'est Myriam Mal aussi, qui, dans la Ligue des extra-féministes, a vraiment bien montré comment une petite fille, quand elle est devant une fiction, en fait, c'est chaud d'arriver à s'y retrouver. Et quand on fait bosser les élèves là-dessus, c'est assez puissant de s'apercevoir que le stéréotype est encore très, 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 très fort. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que là, au niveau éditorial, depuis un an ou deux, je pense à R.L. Anna, qui a fait Ils abusent grave,
qui là pour le coup c'est toute la tranche des sciences sociales qui est vue à travers le féminisme. Et puis je pense aussi aux essais de Jennifer Tamas, Au Seuil, au nom des femmes, s'il y en a qui peuvent lire ça, parce qu'elle essaye de montrer que du féminisme, c'est anachronique d'en parler avant dans l'Ancien Régime, mais qu'en fait, si, ça infusait déjà énormément et que, comme vous l'avez rappelé, il y a des tranches d'histoire, en fait, qui ont vu des avancées et puis ça a des régressions. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que là, on est quand même sur un bon chemin, on va dire ? Oui. Il y a, grâce à toutes les femmes que vous avez citées, que j'ai citées, qui ont ouvert la voie, etc., on est dans un moment où il y a de la place pour ces pensées dans le milieu de l'édition, dans le milieu en général, mais je me méfie un petit peu des discours qui disent là ça va, parce que ce qu'on démontre dans l'histoire de France, c'est qu'en fait ça va, puis tout d'un coup ça va plus. Et qu'on a en fait des périodes, c'est vraiment en dents de scie, l'histoire de l'émancipation féministe et queer, et qu'en fait on a parfois des espèces de... Voilà, je me rappelle quand j'avais vu quelle expo, une sorte de parenthèse enchantée. On en parle aussi là-dedans, bon, il y a plusieurs parenthèses enchantées, mais il y avait eu une espèce de libération artistique, je crois que c'est dans Elles font l'abstraction, c'était la grosse rétrospective au Centre Pompidou, où c'était un petit peu, ou non, bon je sais plus, bref, mais c'était dans les années 20, où on disait, là il y a eu une espèce de permissivité pour l'art des femmes, qui était assez incroyable, et en fait l'expo se termine par un petit encadré qui dit mais avec la montée des extrêmes, les conflits dans tel pays, et l'effort de guerre, etc., la parenthèse se referme brusquement et on retombe dans une période où les femmes perdent 50 ans sur les droits et les choses qu'elles avaient réussi à revendiquer et l'espace qu'elles avaient réussi à se créer. Et je me rappelle que j'avais pris le truc en photo en disant on était en 2020 à cette période-là et j'étais en mode ok, on est de nouveau dans les années 20, venez, on ne laisse pas cette parenthèse enchantée se refermer. Et souvent dans les interviews, et je sais très bien que c'est pas votre agenda, hein, mais souvent dans les interviews, on demande aux féministes de dire oui, mais quand même ça va mieux maintenant, un peu comme si on voulait se dédouaner de pas avoir à continuer l'effort en fait. Et j'ai envie de dire ça va mieux à quel prix ? On est toujours à un féminicide tous les 2 jours, hein, donc ça va mieux, oui et non. On a toujours Darmanin au gouvernement, donc voilà. On peut publier des livres, c'est vrai, mais moi j'attends qu'on puisse faire, qu'on aille au-delà, que grâce aux livres qu'on publie, on ait des vraies révolutions dans la société, et de ça, malheureusement, on n'y est pas encore. Disons qu'il y a quand même une certaine infusion, enfin j'essaye pas de positiver, mais par rapport à il y a encore 20 ans, même dans l'enseignement, je veux dire, on arrive petit à petit, moi j'ai quand même, au-delà des stéréotypes dont je parlais tout à l'heure par rapport aux élèves, j'ai quand même des filles qui maintenant, dès la 6e, 5e, ont vraiment des héroïnes très claires et puis qui ont un affichage, on va dire, du rapport garçon-fille, qui, même s'il faut faire toujours attention, parce que vous parliez des années 20, mais je pense à toutes les pionnières d'Hollywood, et avant qu'il y ait le code ICE qui bousille tout, quoi. Mais j'ai quand même l'impression que là, cette fois-ci, cette infusion, quand même, malgré tout, elle passe, même si, effectivement, ce qui est dehors, enfin, je parle pas du temps, mais on n'est pas loin, quoi. Une autre question ? Bonjour. Je me demandais, je suis pas sûre que je l'ai pas rêvé, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu une adaptation animée des portraits de des culottés de Pénélope Bagieux. Je me demandais si, par exemple, je sais pas, d'adapter l'histoire de France, et est-ce que vous penseriez par exemple à quel casting, enfin, je me demandais en gros si jamais ça vous était proposé, est-ce que vous iriez, est-ce que vous... Ah oui. Moi, j'attends qu'on me propose. Ouais. Okay. Si, moi, j'ai très envie. C'est un peu un petit rêve aussi, même si ce n'est pas du tout le même art et c'est pas du tout les mêmes compétences. C'est-à-dire, je ne sais pas animer du tout. J'ai pas fait du tout j'ai des copines qui sont animatrices, mais de films d'animation, quoi. Et c'est vraiment pas du tout les mêmes compétences. Mais c'est vrai que voir mes dessins bouger, c'est quand même un peu, ce serait quand même un peu magique. Donc évidemment, moi je serais très partante, pourquoi pas sur Arte. Mais c'est vrai que ça ouais, grave. Que Mythes et Meufs soit animé, bien sûr, en série animée. Je pense qu'en mini-épisode, ça s'y prêterait vachement bien. D'autant qu'ils aiment beaucoup la mythologie, etc. Mais bon, c'est pas vraiment de mon ressort en fait, mais moi je serais ravie, bien évidemment. Ok. Une autre question ? Alors moi c'est plus une remarque. Bonjour Blanche, je pense qu'on a à peu près le même âge, donc je vais te tutoyer, je pense que je vais être plus à l'aise. Je voulais te remercier pour ton travail. Je ne le connais pas encore, donc je vais être complètement honnête, j'ai découvert sur Instagram, je ne sais plus comment. Et du coup, ça fait beaucoup écho, tout ce que tu as partagé là à l'instant, parce que je suis en histoire, je suis en thèse, et c'est les mêmes réflexions de comment, même si tout va bien avec des grosses guillemets, on peut continuer à avancer et dépasser ce stade-là. Et l'illustration me plaît beaucoup. Donc voilà, il y a toute cette démarche-là que tu fais. Et puis voilà, il y en a plein d'autres
hommes-femmes. Et voilà, je voulais juste te remercier, c'est tout. Merci beaucoup. Une dernière question? Ou alors, on va annoncer tes heures de dédicace aujourd'hui. Il y en a ou pas? Ouais. Pardon. Ouais. Oui, je pense qu'elles vont être un tout petit peu décalées. Techniquement, c'est 11h30, 13h. Mais j'ai ce fameux rendez-vous à 11h30. Donc je pense que ça va être plutôt midi, 13h. Donc sur le stand Casterman. Casterman, ouais. Voilà. C'est l'histoire de France ce matin. Enfin, oui. Ouais. Bon, bah, venez sur le stand Casterman. Voilà. Quoi. Voilà. Merci beaucoup, Blanche. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.